plateau de Poutorana, le centre géographique de la Russie, mais qui donne l'impression d'une autre planète. Un plateau basaltique infini creusé de canyons d'une profondeur d'1 kilomètre. Un endroit où l'hiver dure 9 mois et où la température descend jusqu'à -60 degrés. Ici, dans ce silence primitif et glacial à 2h14 heure locale, le sergent Alexei Voronov, officier de service de la 29e division de défense aérienne à Norilsk, faillit laisser tomber sa tasse de café refroidie. Sur l'écran principal du système de détection à distance Voronezh DM, qui scrute l'espace aérien sur des milliers de kilomètres, un objet apparut, un objet qui ne pouvait exister, qui ne devait pas exister. Ce n'était pas un missile, ni un avion, ni un satellite sortant de son orbite. La marque était claire, mais son comportement enfreignait tous les paramètres imaginables. L'objet se déplaçait à une altitude de 20 km, mais ce n'était pas une courbe balistique fluide. Sa trajectoire était saccadée, brisée. Il pouvait changer instantanément de vecteur de mouvement, comme si le concept d'inertie ne lui était pas applicable. La vitesse de l'objet variait d'un vol stationnaire à des sauts que l'ordinateur de bord évaluait comme hypersoniques, dépassant 6 fois la vitesse du son, mais il n'y avait aucune trace thermique, aucune onde de choc caractéristique d'un vol hypersonique, comme si l'air lui-même ne remarquait pas sa présence. Les systèmes de guerre électronique tentaient de le neutraliser, mais il n'émettait rien. Il était totalement passif. Il était un fantôme dans la machine. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. L'alerte a été déclarée dans tout le district militaire central. Pendant 17 minutes, les meilleures intelligences de la défense aérienne russe ont tenté de comprendre à quoi elles avaient affaire. Un planeur hypersonique américain de nouvelle génération, mais même les projets les plus audacieux du Pentagone ne prévoyaient pas une telle maniabilité. Un appareil de reconnaissance chinois. Cela ne correspondait pas non plus à l'anomalie, ne ressemblait à rien vu auparavant. Le commandement a considéré l'objet comme une menace claire et directe à la sécurité nationale. Un ordre d'interception a été donné. 2 chasseurs intercepteurs Su-35S ont été déployés depuis la base aérienne de Kotilovo dans la région de Tver. Ils devaient parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre la cible. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le carré, le fantôme a commencé à jouer avec eux. Les pilotes l'ont vu visuellement, une silhouette sombre et anguleuse contre le fond des étoiles. Mais leur radar de bord Irbis-E ne pouvait pas capturer la cible. La capture se faisait par fraction de seconde et se dérobait immédiatement comme si l'objet était recouvert d'une enveloppe plasmatique invisible absorbant les ondes radio. Il effectuait des manœuvres qui, pour un appareil piloté, signifieraient une mort instantanée due à des surcharges des dizaines de fois supérieures à la limite humaine. C'est alors qu'une décision a été prise sur laquelle les historiens et les analystes militaires vont longtemps débattre. La dernière ligne de défense, le système de missiles anti-aériens S-400 et Triumph déployé sous Norilsk, a été activé. L'opérateur a reçu les coordonnées de la cible. Un tir de missiles de longue portée Quarantaine 6E, chacun coûtant plusieurs millions de dollars, se sont précipités vers la stratosphère. Le premier missile est passé à côté. L'objet a effectué une manœuvre qui sera plus tard décrite dans les rapports comme un saut quantique. Il s'est déplacé pratiquement instantanément dans l'espace de plusieurs centaines de mètres, mais le deuxième missile équipé d'une tête chercheuse a pu corriger sa trajectoire. Sur les écrans des radars, il n'y avait pas d'explosion. La brillante marque de la cible s'est simplement désintégrée en plusieurs plus petites qui scintillaient de manière chaotique et commençaient à descendre lentement. Et puis, tout a disparu. Quelque part là-bas dans la toundra déserte et infranchissable, quelque chose est tombé au sol qui, une minute auparavant, contredisait les lois de la physique. Le monde a retenu son souffle, ne sachant pas encore que le secret le plus terrifiant de cet objet ne résidait pas dans la façon dont il volait, mais dans l'origine de son apparition et ce qu'il renfermait à l'intérieur. L'organisation de l'expédition de recherche était sans précédent par son secret et son ampleur. Toutes les informations sur l'incident ont été immédiatement classées comme d'une importance particulière. La zone de chute, le carré 72 gamma, a été bouclée dans un rayon de 200 km. Toute observation par satellite de cette zone a été bloquée par des moyens de guerre électroniques. La légende officielle pour le monde extérieur était des exercices militaires imprévus. Au cœur du plateau de Poutorana, des unités d'élite des forces spéciales et un groupe de scientifiques d'Academ 7, l'un des centres de recherche les plus secrets, ont été envoyés sur un héliport temporaire spécialement créé. L'homme dont le nom n'était connu que d'un cercle restreint de spécialistes, mais dont l'intellect était derrière de nombreux projets de défense avancés du pays.
Les premières images prises par un drone étaient frappantes. Sur un lac gelé parfaitement plat et recouvert d'une épaisse couche de neige se trouvait un objet. Il ne s'était pas disloqué en morceaux, il était presque intact. La forme était étrange, non aérodynamique. Ce n'était ni une aile, ni un fuselage, ni un missile. C'était une structure polygonale complexe, asymétrique et anguleuse, semblable à un gigantesque cristal d'obsidienne noire. Longueur, environ 12 mètres, hauteur au point le plus élevé, environ 4. Le matériau de la coque ne réfléchissait pas à la lumière, il l'absorbait, ce qui donnait à l'objet l'apparence d'un trou bidimensionnel dans la réalité. Le premier groupe, vêtu de combinaisons de protection radiologique et chimique, s'est approché de l'objet. Les dosimètres étaient silencieux. Les analyseurs de gaz ne montraient aucune anomalie. Mais lorsque l'un des soldats a touché la surface de la coque avec un gant, il a retiré sa main. « Chaude », a-t-il rapporté par radio, comme si un chauffage fonctionnait à l'intérieur. La température à la surface de l'objet était d'environ plus 5 degrés, tandis que l'air ambiant était à moins 52. Il générait sa propre chaleur sans aucune source d'énergie visible. Il n'y avait ni soudure, ni rivet, ni hublot, ni moteur sur la coque. Rien. Comme s'il avait été cultivé et non construit. La seule défaillance était une déchirure à la partie supérieure, là où le missile avait frappé. L'étude de ce dommage a posé la première véritable énigme. Les bords du métal, si c'était du métal, n'étaient ni fondus ni déchirés. Ils avaient l'air d'avoir simplement perdu leur structure, se transformant en une poudre grise fine qui s'étendait autour. L'évacuation est devenue un cauchemar d'ingénierie. L'objet pesait environ 40 tonnes. Il a fallu mobiliser 2 des hélicoptères de transport les plus lourds au monde Mi-26 qui, en travaillant en tandem, ont transporté l'anomalie vers un aérodrome militaire d'où elle a été transportée par un train spécial vers le complexe de recherche scientifique souterrain Academ 7. Là, dans une boîte hermétique protégée de tout type de rayonnement, des recherches ont commencé qui devaient donner des réponses. Mais au lieu de cela, elles n'ont engendré que de nouvelles questions encore plus terrifiantes. Sidorov et son équipe étaient les meilleurs dans leur domaine. Ils avaient accès à des technologies dont on ne parle pas dans les revues scientifiques. Mais l'objet de 24 comme il a été nommé dans les documents, se moquait de leurs efforts. La tentative de prélever un échantillon de matériaux a échoué. Les forêts en carbure de tungstène et les couronnes diamantées se transformaient en poussière, laissant à la surface noire pas une seule égratignure. Un laser industriel puissant capable de couper de l'acier d'1 mètre ne faisait qu'engendrer une légère brume à la surface sans la chauffer d'1 seul degré. Les rayons X et les X, les flux de neutrons, le scan acoustique, tout était inutile. La coque absorbait 100% de toute l'énergie dirigée vers elle. C'était une boîte noire parfaite, une anomalie physique. Le désespoir au sein de l'équipe grandissait. Les militaires exigeaient des résultats, mais les scientifiques n'avaient rien d'autre qu'un constat. L'objet avait été créé en utilisant des technologies qui nous dépassaient de centaines, si ce n'est de milliers d'années. Et c'est alors que les physiciens se sont retrouvés dans une impasse qu'un historien est intervenu. Kirill Platonov était un jeune analyste brillant détaché au projet depuis l'archive du FSB. Sa tâche semblait routinière, vérifier s'il y avait eu dans l'histoire des incidents similaires. Il a fouillé des tonnes de documents sur la météorite de Tunguska, sur des explosions mystérieuses en Sibérie, sur des programmes soviétiques d'études des ovnis. Rien ne correspondait. Aucune description ne convenait. Alors il a décidé de prendre une autre voie. Ne pas chercher des objets similaires, mais rechercher des mentions de technologies similaires, peu importe à quel point elles semblaient fantastiques. Sa recherche l'a conduit à une archive spéciale où étaient conservés des documents de trophées extraits d'Allemagne en 1945. La plupart avaient été étudiés depuis longtemps. Mais ce Kirill ne s'intéressait pas aux plans de chars et de missiles. Il s'intéressait aux projets les plus fous, les plus ésotériques du Troisième Reich, traités par la division scientifique occulte SS Ahnenerbe. Des jours durant, il a passé du temps dans un sous-sol poussiéreux à trier des dossiers jaunis avec une écriture gothique. Et voici qu'il a trouvé dans l'un d'eux, avec la mention strictement confidentielle réservée à la direction du Reich, un projet codé Chronos. Ce n'étaient pas des plans d'ingénierie. Ce étaient des travaux théoriques, des protocoles d'expérience et des essais philosophiques. Dans ceux-ci, un groupe de physiciens allemands, sous la direction d'un certain docteur Hans Schäfer, décrivait ses tentatives de créer un métamatériau dynamique basé sur les principes de résonance de la force vitale. Le texte était rempli de termes occultes, mais à travers eux émergeaient des formulations scientifiques étonnamment précises.
Il décrivait un matériau dont la structure cristalline pouvait se réorganiser sous l'influence de champs externes absorbant n'importe quelle énergie. Il fournissait des diagrammes de structures moléculaires qui ressemblaient de manière troublante à ce que les scientifiques de Sidorov tentaient d'observer au microscope électronique dans la coque endommagée de l'objet 24. Mais la chose la plus importante se trouvait dans la dernière section. Il y était dit que l'application d'une force sur le matériau était inutile. Le seul moyen de modifier sa structure était d'entrer en résonance avec elle. Le rapport contenait une séquence complexe d'impulsions acoustiques basses, fréquences basées sur des principes de géométrie sacrée et de mathématiques non euclidiennes. C'était la clé. Lorsque Kirill apporta ces documents à Sidorov, le vieux académicien se détourna d'abord. « Mystique et charlatanisme », grogna-t-il. Mais il n'y avait pas d'autre choix. C'était leur seule chance. Dans la chambre hermétique, des émetteurs infrasonores puissants ont été installés. L'ordinateur a traduit les étranges symboles et diagrammes allemands en une séquence d'ondes sonores. Tous, sauf Sidorov lui-même et le chef de la sécurité, ont été priés de quitter la pièce. Le générateur a été allumé. L'oreille humaine n'entendait rien, mais une vibration désagréable et profonde parcourait le corps. 10 secondes, 30 minutes, rien. Sidorov était déjà prêt à admettre sa défaite. Mais soudain une légère ondulation a parcouru la coque noire de l'objet comme un reflet dans une eau sombre. Un bourdonnement doux presque mélodieux a commencé à s'intensifier. Et puis l'un des panneaux latéraux qui semblait être une partie indissociable du monolithe a commencé lentement silencieusement à devenir transparent. Et puis il a simplement disparu, s'est dissous dans l'air révélant une ouverture sombre. Ils étaient à l'intérieur. Ce qu'ils ont vu était encore plus étrange et impossible que l'apparence de l'objet. À l'intérieur, il n'y avait pas de mécanique complexe, pas de fils au sens où nous l'entendons. Les murs étaient couverts de fibres organiques lumineuses pulsant au rythme du doux bourdonnement. L'air était stérile et froid. Au centre de la salle, occupant presque tout l'espace, se trouvait une source d'énergie. Ce n'était pas une turbine ni un réacteur. C'était une sphère parfaitement lisse faite d'un matériau transparent comme le cristal. À l'intérieur, sans toucher les parois, une sphère de matière liquide argentée semblable à du mercure mais émettant une douce lumière bleuâtre lévitait. Elle changeait continuellement de forme comme un cœur vivant et respirant. Autour de la sphère, dans un vide parfait, des dizaines d'anneaux métalliques tournaient, créant un champ électromagnétique complexe et en constante évolution. Sidorov, ne croyant pas ses yeux, comprit qu'il regardait ce que la physique théorique appelle le bulle d'Alcubierre en miniature. C'était un moteur gravitationnel. Il ne poussait pas l'objet, il comprimait l'espace-temps devant lui et l'élargissait derrière, permettant de se déplacer plus vite que la lumière sans enfreindre les lois de la physique. Cette technologie était liée au légendaire projet mythique SS Die Glocke, la cloche dont on n'avait entendu que des rumeurs. On croyait que tous ses créateurs et plans avaient été détruits ou évacués par le général SS Hans Kammler dans les derniers jours de la guerre. Maintenant, ils avaient la preuve que le projet n'avait pas seulement existé, mais qu'il avait réussi. Mais la découverte la plus importante les attendait dans un autre compartiment. Là, dans un champ de force spécial, flottait un cristal polyédrique, d'une couleur véritablement noire, semblable à une copie agrandie du matériau de la coque. Sur ses facettes, des motifs lumineux complexes changeaient continuellement. C'était le cerveau de l'appareil, sa mémoire. Un accumulateur d'informations quantiques d'une telle densité que toutes les informations accumulées par l'humanité au cours de son histoire pouvaient y tenir des milliers de fois. Se connecter à lui était impossible. Mais les documents allemands ont encore donné un indice. Ils décrivotent une interface basée non sur l'électronique, mais sur le biorésonance. Après plusieurs semaines d'expérience, les scientifiques ont réussi à créer un convertisseur qui traduisait les motifs lumineux du cristal en informations audiovisuelles compréhensibles pour nous. Et lorsque la première image est apparue sur l'écran principal au centre de contrôle, tous les présents ont compris qu'ils étaient témoins de la plus grande découverte, et peut-être de la plus grande menace de l'histoire. Ce n'étaient pas des données techniques, c'était un journal de bord, un enregistrement impartial de tout ce que l'appareil avait vu depuis son lancement. Première entrée. Date. 28 avril 1945. Première entrée. À suivre, retour sur ordre spécial Heil Hitler. L'appareil s'élève silencieusement et sort dans la blancheur éblouissante du désert antarctique. Cet appareil était l'un des nombreux, une flotte entière de drones automatiques lancés depuis une base nazie secrète dans les derniers jours de l'agonie du Reich. Leur mission était simple et monstrueuse dans son intention,
Survivre à la guerre, attendre se cacher en haute orbite et silencieusement, invisiblement pendant des décennies, enregistrer tout ce qui se passe sur la planète. Collecter des informations sur les bases militaires, les dirigeants politiques, les percées technologiques. Créer un archivage total de l'humanité pour ses maîtres. Des maîtres qui croyaient que leur heure viendrait encore. Les enregistrements que les scientifiques ont extraits du cristal étaient une bombe absolue. C'était l'histoire secrète non officielle de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, vue à travers les yeux d'un observateur omniscient silencieux. La crise des missiles de Cuba en 1962. L'appareil enregistre non seulement le mouvement des navires soviétiques. Ces capteurs détectent des communications radio cryptées entre un destroyer américain et un sous-marin non identifié qui n'appartenait ni à la marine des États-Unis ni à celle de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le sous-marin transmettait de fausses informations aux Américains sur la préparation des missiles soviétiques, au lancement poussant délibérément le monde vers une guerre nucléaire. L'assassinat de Kennedy en 1963. L'appareil enregistre non seulement les coups de feu à Dallas, mais il suit le mouvement des personnes et des voitures. Les enregistrements montrent qu'à quelques minutes après l'assassinat, une voiture quitte la colline herbeuse, quittant la ville sans entrave, et se dirigeant vers un aéroport privé où ses traces se perdent. Les plaques d'immatriculation appartenaient à une entreprise qui était une couverture pour la Central Intelligence Agency. Mais ces curateurs menaient vers l'Europe vers une structure connue sous le nom d'Organisation Gehlen, créée après la guerre à partir d'anciens officiers du renseignement nazi. Le programme lunaire Apollo. L'appareil enregistre non seulement les lancements de fusées. En 1969, pendant le vol d'Apollo 11, il enregistre des objets étranges et non identifiés qui accompagnaient le vaisseau américain en route vers la Lune, restant hors de la vue des astronautes. La chute du mur de Berlin. En 1989. Les enregistrements montrent une série de réunions secrètes à Berlin-Est entre des officiers de haut rang de la Stasi et des représentants de conglomérats industriels ouest-allemands fondés après la guerre par d'anciens membres du parti nazi. Ils ne cherchaient pas à sauver la République démocratique allemande. Ils discutaient de la répartition des actifs et du contrôle de l'économie de l'Allemagne unifiée. Ces enregistrements étaient de la dynamite capable d'exploser toute l'histoire moderne du monde. Ils prouvaient qu'au-delà de l'opposition apparente entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, il existait toujours une troisième force invisible. Une force qui ne participait pas à la lutte ouverte, mais tirait les ficelles manipulées, provoquait poursuivant ses objectifs inconnus. La découverte en Russie est plus qu'un simple objet volant non identifié abattu. C'est la première preuve irréfutable que la théorie du complot, la plus terrifiante du XXe siècle, est vraie. Le Troisième Reich n'a pas été complètement détruite en 1945. Sa machine militaire a été brisée, ses dirigeants condamnés, mais son cerveau, son élite scientifique et de renseignement a survécu. Ils se sont dispersés dans le monde. L'opération Paperclip a évacué des milliers d'entre eux vers les États-Unis pour travailler sur le programme spatial et de missiles américains. D'autres ont trouvé refuge en Amérique latine, créant des colonies entières. Les 6 les plus dangereux sont partis dans la clandestinité, utilisant d'énormes moyens financiers extraits d'Allemagne à la fin de la guerre pour créer une structure transnationale clandestine. Une structure qui a continué à exister, à se développer et à perfectionner des technologies qui dépassaient leur temps. Tout le phénomène des objets volants non identifiés qui a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, des fusées fantômes mystérieuses au-dessus de la Scandinavie en 1946, l'incident de Roswell en 1947, des milliers d'observations à travers le monde. Tout cela acquiert une nouvelle explication sinistre. Ce n'étaient pas des vaisseaux d'autres planètes, c'était eux. Différentes générations de leurs appareils. Peut-être perdaient-ils le contrôle ou leur machine faisait-elle défaut. Ou peut-être se montraient-ils délibérément pour créer un mythe sur des extraterrestres. Un écran de fumée parfait qui cachait leur propre existence. L'appareil abattu au-dessus de la Sibérie est leur première grave erreur en près de 80 ans. Ils sont devenus trop confiants. Ils n'avaient par contre pas pris en compte que les systèmes de défense aérienne russes avaient atteint un nouveau niveau. Et cette erreur nous a donné la première clé de leur monde. Nous avons regardé par le trou de la serrure et y avons vu non pas des extraterrestres, mais la plus terrifiante émanation du génie humain et de la haine humaine qui a muté, survécu et est devenu autre chose. Aujourd'hui, l'objet 24 est son cristal de mémoire. C'est le secret le mieux gardé de la planète. Les informations provenant de lui sont dosées et analysées au plus haut niveau. Mais chaque nouveau fichier déchiffré engendre de plus en plus de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Valkyrie était-elle le seul appareil de ce type ?
Combien d'autres de ces frères silencieux poursuivent leur patrouille éternelle en orbite, nous observant en ce moment même que sont devenus la base Basis 211 en Antarctique? Est-elle abandonnée, enfouie sous des glaces millénaires, ou fonctionne-t-elle encore étant la capitale de cet empire ombre invisible? Et la question la plus importante, quels sont leurs objectifs aujourd'hui? Observent-ils encore simplement attendant leur heure, ou sont-ils déjà passés à l'action utilisant leurs capacités technologiques et financières pour façonner un nouvel ordre mondial que nous considérons naïvement comme le résultat d'un processus historique naturel, l'incident au-dessus du plateau de Putorana? Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un prologue. Un prologue à une nouvelle guerre secrète qui se déroulera non sur les champs de bataille, mais dans les archives, les laboratoires et dans les couloirs les plus sombres du pouvoir. L'humanité a appris qu'elle n'est pas seule, mais le voisin s'est avéré bien plus terrifiant que n'importe quel monstre extraterrestre. Parce que ce monstre, c'est nous-mêmes notre reflet dans le miroir sombre de l'histoire. Que pensez-vous? Était-ce la dernière agonie du régime nazi, ou est-ce que le début d'un nouveau chapitre inconnu dans l'histoire de l'humanité? Partagez vos théories dans les commentaires. L'enquête ne fait que commencer. Et les secrets les plus sombres attendent encore leur heure pour être révélés. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.